Alors vraiment dans ce procès, il y a des dingueries. Il y a de la semence sur les tétons. Ah, Seigneur. Ça parle de cocktail Molotov. Et qui te dit ta mère? Des gigolos sous pression. Des bagarres. Des armes, ça part vraiment en sucette dans cette affaire. Et d'après ce que j'ai vu, d'après des médias américains, c'est probablement le procès le plus médiatisé depuis O.J. Simpson. C'est vraiment une dinguerie. Et votre gars major est là pour tout décortiquer. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliated. Alors dans cet épisode, on va se focus sur le témoignage de Cassie, c'est-à-dire la première semaine. Alors je sais, depuis il s'est passé beaucoup de choses et je pourrais revenir sur ce qui s'est passé avec Kid Cudi, etc. etc. Et j'allais d'ailleurs le faire, j'avais prévu de changer un petit peu ce deuxième épisode, mais il y a tellement de détails, il y a tellement d'informations dans le témoignage de Cassie qu'à mon avis c'est une mauvaise chose de vous faire une vidéo indigeste avec absolument tout. Parce que pour le coup ici, je vais revenir sur les 4 jours où Cassie est passée à la barre et on va vraiment tout décortiquer, vous donner un maximum d'informations. Alors disclaimer, je suis ni pour Cassie ni pour Didi, je vais exposer des faits qui vont pas forcément aller dans le sens de la victime prétendue. Je ne travaille pas pour elle, d'accord? Je ne travaille ni pour Cassie, ni pour Didi. Moi, je travaille plus d'ailleurs pour vous. Donc, l'idée pour moi, c'est de vous apporter un maximum d'informations. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. À des moments, je vais donner plus ou moins mon avis de comment les choses vont potentiellement aller dans un sens ou dans un autre, d'accord? Mais mon but ici, c'est pas de m'ériger en avocat de Cassie, d'accord? Je tiens à le dire ici parce que je sais pas ce qui se passe sur Internet. Parfois, il y a un peu des groupements de gens qui pensent connaître l'affaire mieux que les procureurs. Bref, ici, je vous donne les faits et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. S'il vous plaît, likez un maximum ces vidéos-là. Ça me demande beaucoup de travail. Sans plus attendre, on y va. Alors, avant de rentrer dans les moments clés du témoignage, il est important de rappeler le statut exact de Cassandra Ventura. En plus d'être l'une des prétendues victimes, il est censé en avoir 3 pour rappel, elle est à la fois le témoin star de l'affaire, car c'est avec son témoignage rendu public en novembre 2024 que l'affaire a pris l'ampleur médiatique que l'on connaît. Allez voir ma première vidéo, vous avez le résumé de ce qui est dit dans le document d'accusation. C'est aussi un témoin clé, car elle a été en relation avec Didi pendant 10 ans et qu'elle a vu l'ensemble de son organisation criminelle, entre guillemets, pour le moment, opéré. Dès le deuxième jour du procès, c'est-à-dire le 13 mai 2025, Cassie monte à la barre pour livrer son témoignage avec Sean Combs. Alors personnellement, je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite, mais en fait, ça a été stratégique pour le procureur qu'elle monte aussitôt. Alors déjà, l'idée pour eux, c'est de choquer immédiatement le jury avec le témoignage le plus poignant, surtout que à elle, toute seule, elle concentre l'ensemble des faits reprochés à Sean Combs. Et aussi, il faut noter que Cassie est très enceinte, de 8 mois très exactement, et si elle accouche, elle ne sera plus disponible pour témoigner. D'ailleurs, depuis, elle a accouché d'un 3e enfant, donc félicitations à elle. Et stratégiquement parlant pour le procureur, avoir une femme enceinte qui témoigne, ça a beaucoup plus d'effet auprès du jury. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches, c'était pas quelque chose que les avocats de Didi conseillaient à Didi. Alors il faut savoir que la représentation, l'identité des gens qui plaident ou alors simplement les avocats qui vont les interroger jouent un rôle central dans les procès en général. Et on va y revenir un peu plus tard parce que la stratégie globalement de Didi avec tous ses avocats, donc, c'est précisément pour pouvoir cibler les bonnes personnes et faire un bon jeu de représentation. This is very smart. Forcément, si je parle en anglais, c'est que je suis en partenariat avec Anglify. Merci à Anglify de sponsoriser cette vidéo. Alors, Anglify, c'est quoi? Vous avez envie de progresser en anglais, mais vous n'avez jamais trouvé la méthode qui vous correspond. Anglify va vous bluffer. Anglify, c'est une formation en ligne avec un parcours 100% personnalisé, un coach dédié et un enseignant certifié qui vous suit du début à la fin. Ce que j'ai aimé avec Anglify, c'est qu'il y a un côté hyper humain. Au départ, tu vas passer un test et ensuite ils vont pouvoir définir exactement ton niveau. Dans mon cas, bien sûr, j'ai été dans un niveau un peu avancé, d'accord? Et le fait d'avoir fait un test, ça permet de construire un programme sur mesure avec tes besoins. Le but à la fin, c'est que tu parles réellement anglais. Donc ça va tenir compte de ton niveau, de ton objectif, de ton emploi du temps, très important, la plupart d'entre nous, on bosse, et bien sûr, de ta manière d'apprendre. Tout est pris en compte. Vous choisissez même votre coach par
parmi 2 profils pour créer une vraie relation de confiance. Et chaque semaine, vous avez un cours individuel en visio et un atelier collectif interactif, c'est-à-dire avec du yoga, de la cuisine ou des débats sur la culture populaire. C'est vivant, concret et on apprend sans même s'en rendre compte. J'ai eu la chance de tester les cours avec une coach et on a parlé de mon métier de créateur de contenu, de consultant brain content. Elle m'a aidé à perfectionner mon accent et fluidifier mes phrases. Et évidemment, la formation est certifiante et finançable avec le CPF. Si vous avez envie de vous remettre à l'anglais avec une méthode motivante et surtout vraiment adaptée à vous, je vous invite à prendre un call avec un conseiller d'Anglify. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Ça vous coûte rien, comme ça au moins vous savez dans quoi vous mettez les pieds et potentiellement, qui sait, vous pourriez être satisfait. On reprend notre vidéo. Alors pour parcourir l'ensemble des moments clés du témoignage de Cassie en face du procureur, on va se servir pour ça de la fameuse vidéo de l'incident à l'Intercontinental Hotel. Alors cette vidéo là c'est assez ouf parce que avant le procès je vous disais dans une vidéo qu'ils l'ont leakée parce qu'elle n'allait pas servir au procès. En réalité, cette vidéo est centrale et on s'appuie systématiquement sur celle-ci pour prouver la culpabilité de Didi ou son innocence. Du côté de la défense, c'est pour dire que Didi voulait simplement récupérer ses affaires et qu'effectivement c'est un homme violent. Et du côté du procureur, c'est de dire que cette vidéo est une preuve même que Didi faisait du sex trafficking avec Cassie. Il l'a empêché de quitter la chambre, elle vient de quitter un freak-off, on va y revenir, et bien sûr elle s'est fait battre. Tout ça va ensemble. Donc lorsque le procureur l'interroge sur les événements, elle explique qu'elle venait juste de finir un freak-off. Et donc pendant que Didi était en train de prendre sa douche ou être au téléphone, elle en a profité pour prendre la fuite. D'où le fait qu'elle ait fait son sac rapidement et qu'elle soit pieds nus dans les couloirs de l'hôtel. Alors ce qu'elle explique, c'est que Didi l'obligeait à faire des freak-offs en utilisant le chantage émotionnel. Elle explique qu'elle ne voulait pas décevoir la personne qu'elle aimait, donc elle le faisait, même quand elle n'en avait pas envie. Alors d'après ses propos, Didi n'hésitait pas à utiliser la carte de l'amour pour l'obliger à faire des choses qu'elle n'avait pas envie. Pour appuyer ses propos, l'un des procureurs, parce qu'ils sont plusieurs, mais je vais souvent dire le procureur, va s'appuyer sur des échanges de mails entre Cassandra et Sean. Dans les messages, elle disait qu'elle avait envie de sexe, et en particulier avec lui. Ce à quoi il aurait répondu, donc qui est-ce que tu vas appeler quelqu'un? À ça, elle aurait répondu qu'elle voulait coucher qu'avec lui. Il aurait alors dit: t'es folle? Ah ouais, quand t'es un cuck, putain. Désolé, je reprends. Elle ajoute: j'aimerais te parler de quelque chose demain. Je vais dormir, je t'aime. Et Didi aurait répondu: est-ce que ça va me stresser? Ça à propos de quoi? Elle, les freak-offs. Ça peut attendre. Ce n'est pas très important. Ça y est, tu veux plus les faire. Oh, je sais déjà, tu es tellement prévisible. Elle, c'est tout ce qu'on fait. Et le tout ce qu'on fait là, c'est super important parce que Cassie a précisé que c'était devenu un véritable job. Toutes les semaines, elle était en freak-offs. Elle en était fatiguée. Et en plus du chantage émotionnel, il y a aussi le chantage professionnel. Elle a dit que Didi avait sa carrière entre ses mains et s'en servait pour la forcer à faire des freak-offs. Dans le passé, il aurait même menacé de diffuser l'une de ses vidéos qu'il avait gardé en sa possession. J'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, qu'il avait dit à Cassie qu'il avait supprimé la vidéo, mais en fait il l'avait toujours dans son téléphone, et lorsqu'ils étaient dans l'avion ensemble, il lui a remontré la vidéo en mode « Hey, regarde, elle existe encore, et je vais m'en servir ». Encore une fois, c'est d'après les propos de Cassie. Et dans ce chantage professionnel, il y a aussi le jour de l'incident, donc à l'Intercontinental. Ce jour-là, Cassie devait se rendre à l'avant-première d'un film dans lequel elle tournait. Alors cette année-là, elle a tourné 2 films, On It 3 et Perfect Match. Alors je sais pas si c'est Perfect Match, mais j'ai envie de vous parler du film ici parce que j'ai beaucoup aimé le film à l'époque. Alors dans ce film, Cassie a l'un des rôles principaux, un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, comme je vous ai dit, et dans mes souvenirs, il y avait pas mal de scènes de sexe. Et je me rappelle à l'époque m'être dit, mais Didi il a validé le bail, il a accepté que Terrence Jace fasse un kiff comme ça. Dans le film, il invite sa femme, déjà qu'elle fait pas beaucoup de films, et il a d'abat comme ça là, plein de fois dans le film. Mais maintenant, avec le temps, je sais en fait ce qui se passait. Peut-être même que Terrence... Bon, oubliez ce que j'allais dire. The sex is amazing. She's cool. Et ben, cette opportunité d'être dans ce film, elle a pu se faire parce que Didi a validé le fait que Cassie soit dans le film. D'ailleurs, j'ai un extrait pour le prouver. And then Cassie plays the lead girl. It's her first lead. Yeah, she's my love interest. Did you cast her? Yeah, yeah. Did you talk to Puff beforehand? Not before we cast her, but before we did any of the scenes. He FaceTimed me. Nah, but he was like, look, man, I'm gonna be more mad at you if it looks whack
than I will be if you touch her. Et donc ce jour-là, elle explique qu'elle a accepté de faire un freak-offs avec Didi pour être tranquille. Donc Didi a validé le film, elle a fait les freak-offs avec lui juste avant d'aller à l'avant-première pour qu'elle soit tranquille. Mais elle explique qu'elle voulait pas le faire parce qu'elle voulait tout simplement pas foutre en l'air son corps en quelque sorte avec les drogues qu'elle allait ingérer, on va en parler, et toute la fatigue qu'elle allait cumuler. Mais elle l'a quand même fait. Mais du coup, elle en avait marre d'après ce qu'elle explique et elle a décidé de partir. Et donc, même si elle a essayé d'éviter les cris, les embrouilles, les coups, eh bien, ça n'a pas marché parce qu'au final, lorsqu'elle a essayé de quitter la petite fête, Didi lui est tombé dessus. Et donc elle raconte qu'elle est sortie de la chambre et qu'elle a foncé vers l'ascenseur. Quand on lui a demandé pourquoi elle est sortie pieds nus, elle a expliqué que c'était pour aller plus vite. Et donc lorsqu'elle attendait devant l'ascenseur, Didi a surgi par surprise. Il l'a attrapé par la capuche et par la nuque, puis l'a jeté au sol. L'assistante du procureur lui a ensuite demandé « Combien de fois avez-vous été projeté de cette manière-là au sol ?» Cassie a répondu « Trop de fois pour les compter. » Waouh! Elle raconte avoir eu plusieurs œils au beurre noir, elle raconte avoir eu les lèvres gonflées, éclatées, les yeux rouges, des hématomes sur tout le corps, et justement c'est une constante chez Didi lorsque tu t'intéresses à toutes les femmes avec qui il a passé du temps. On se rappelle qu'avec Kim Porter, il y avait le même type d'histoire. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos. L'un des gardes du corps a été témoin de ce qui lui est arrivé. Et il expliquait d'ailleurs que quand ça se passait et lorsque les blessures étaient trop visibles, Didi l'envoyait en vacances à Hawaï pour que personne la voie le temps qu'elle se rétablisse. Il y a aussi cette affaire que je vous avais racontée avec une autre des femmes de Didi qui s'est tellement fait tabasser qu'elle a essayé de se cacher en dessous d'une voiture pour éviter les coups. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent et là pour le coup c'est quelque chose qui est indiscutable. Didi est réellement un homme qui bat très souvent les femmes avec qui il est. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant le tournage de Honey 3, Cassie se rapproche de Michael B. Jordan. Didi est jaloux parce que Michael B. c'était déjà, voilà, il était déjà très vif le bonhomme. Hein. Faut dire que c'est un BG tout ça. Donc il était jaloux de Michael B. dans cette période-là, mais ils étaient plus ensemble parce que justement Cassie l'avait vu avec cette fameuse Gina en photo et qu'elle a pété un câble. Et donc ensuite elle commence à décrire le déroulement des freak-offs. Bon là je vous préviens, ça va être très très graphique. Donc moi-même je vais en parler avec un peu de recul parce que c'est beaucoup trop sérieux et beaucoup trop dégueulasse. Vraiment trop dégueulasse. Elle explique que ces sessions pouvaient durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Elle se tenait dans les différentes propriétés de Didi, à New York, Miami, LA, Ibiza, Turk and Caicos, chez Cassie elle-même, ou encore à l'hôtel, comme dans le cas de l'incident. Pour recruter les gigolos, Cassie et Didi utilisaient des pseudonymes. Frank White ou Frank Black pour Didi. Alors, ceux qui connaissent un petit peu Didi, Bad Boy, etc., Black Frank White, c'est le blaze que Biggie Smalls se donnait à l'époque, c'est tiré d'un film, et donc c'était un blaze, voilà, c'est un blaze qu'il a souvent utilisé, donc le fait qu'il l'utilise pour ça, je trouve ça assez curieux. Enfin bref. Et pour ce qui est de Cassie, on est sur le nom d'une vraie star, hein, vraiment, excusez-moi du terme, Jackie Star. Les gars, Jackie Star, ça fait très actrice, hein. Peu importe. Pour dissimuler son identité, Didi, donc, comme je vous ai dit dans le premier épisode, porte un chapeau, un bandana, bref, il faisait en sorte de se cacher le plus possible. Mais bien entendu, la plupart des escortes finissaient par savoir que c'est Didi. Il suffit qu'il dise 2-3 mots, take that, comme il avait l'habitude de dire, et tout le monde cramait qui c'était. Hein. Bon, Cassie qui portait une perruque, bon, je pense que tout de suite on la reconnaît. Et pour les contacter, donc ils utilisaient Craigslist. Craigslist, c'est un site de petites annonces très populaire aux États-Unis. Et l'approche était exactement ce que Philippe, l'escorte du premier épisode du procès que je vous ai fait, a décrit. C'est-à-dire que tu vas avoir Cassie qui va envoyer un message en disant « Mon mari est voyeur, il aime me voir coucher avec d'autres hommes, donc on aimerait faire quelque chose avec toi, etc. etc. » Et très intéressant, parfois, Didi demandait à Cassie de vérifier auprès de l'escorte si ce n'est pas un flic. Donc, tout simplement, il lui demandait de lui poser la question. Est-ce que tu es un policier? Et aux États-Unis, lorsqu'on te pose cette question et que tu es policier, tu dois répondre oui, tu ne peux pas mentir. C'est pour ça que tu vois souvent dans les films des gars dire « Et t'es keuf ?» Tu vois, ce genre de truc-là. Ça vient de là. Lorsque le procureur demande à Cassie « Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque Sean Combs vous a demandé de poser cette question ?» Eh bien, elle s'est dit « J'ai su que c'était illégal. » à partir de ce moment-là. Donc, cet élément-là, à mon avis, va potentiellement servir pour
l'argument du sex trafficking. Et ce qui est clair à mon avis, là je vais sortir rapidement du témoignage de Cassie, c'est que Diddy ne va pas s'en sortir sans être condamné de quelque chose. Parce qu'il est clair là qu'il a consommé des escortes et c'est interdit par la loi américaine. Donc à mon avis, s'il est condamné de quelque chose, ça va être potentiellement de ça. Après, j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. Je commence à connaître quelques trucs, mais voilà. Je suis pas un expert. Mais je pense que potentiellement, il risque d'être condamné au moins pour ça. Après, pour ce qui est réellement du sex trafficking, est-ce qu'il a vraiment sex traffic Cassie en particulier? Ça reste à prouver. Et pareil pour les deux autres victimes. Enfin, pour l'instant, une autre victime, parce que la victime numéro 3, si je me trompe pas, a complètement disparu. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Enfin bref. Et donc Diddy avait le contrôle total des freak-offs. C'était pour lui un moyen d'imposer ses désirs de voyeur, mais aussi d'imposer une forme de domination. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Diddy est quelqu'un de très dominateur, et pour lui, le fait de faire ces freak-offs, c'est un petit peu faire des films grandeur nature, en contrôlant exactement qui fait quoi. Par exemple, parmi les rituels constants des freak-offs, il exigeait que tout le monde, y compris Cassie, s'enduise de l'huile de bébé afin d'être bien brillant pendant l'acte. Elle raconte qu'il achetait de grands huiles de bébé, grand format Johnson & Johnson, et ça pour être sûr de ne jamais en manquer. Il n'hésitait pas à leur demander d'en mettre toutes les 5 minutes pour s'assurer qu'ils soient bien tous brillants. Et les regarder et disaient ouais, t'es pas assez brillant, remets-en là, remets-en, tu brilles pas assez. Et pour ceux qui connaissent Diddy, il a toujours aimé ce qui brille, tu vois. Il est connu pour ses tenues brillantes, ses shiny suits, d'accord. Dans beaucoup de ses clips, surtout à la fin des années 90, il était toujours habillé de façon brillante, tu vois. Et quand je te dis qu'il fait de la déformation professionnelle, en vrai, on n'est pas loin de ça. Hein. DA, executive producer, le gars, c'est la même chose. Je suis désolé, hein, je le pense vraiment, c'est même pas pour la blague ou quoi, mais il y a un très très fort lien entre son activité première de producteur exécutif, ce qui l'a rendu multimillionnaire, voire milliardaire, et les freak-offs. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, je suis obligé de le dire. Contrôler les gens, les exploiter, briller comme une star, mais être luisant aussi, tu vois. Franchement, en gros, je suis désolé, hein. Et aussi des trucs vraiment assez particuliers, il décidait du moment quand les gigolos devaient jouir, tu vois, et où est-ce qu'ils devaient jouir. Par exemple, il demandait des fois aux gigolos de jouir en Cassie. Il vérifiait aussi si le gigolo avait bien joui en Cassie. Donc c'est très graphique. Et il y a une fois où un gigolo avait affirmé que c'était le cas, et il est vraiment allé voir. Ça, c'est vraiment dans les témoignages qui ont été diffusés. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est Cassie ou si c'est l'un des escortes, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Et il y a aussi cette fameuse anecdote qui a tourné un peu partout sur les réseaux sociaux. Bah, il y a un moment donné où Cassie raconte que Diddy lui a demandé d'étaler de la semence d'escorte sur ses tétons à lui. Ça, je vous avoue que ça m'a dépassé, j'ai pas d'autre mot. Revenons au témoignage. Et lorsque les escortes ne performaient pas comme il aurait aimé qu'ils performent, il n'hésitait pas à exprimer sa déception. Et même, je dirais, son insatisfaction. Parce que dans cette position, il est en position un peu de client. Donc il leur disait, et la paye qu'ils allaient recevoir allait dépendre de la performance au lit. Et entre chaque session, ils consommaient tous de la drogue. D'accord? Principalement de la MDMA, parfois de l'ecstasy, mais bien sûr plein d'autres drogues. Cassie raconte qu'elle a testé toutes sortes de drogues avec lui et que parfois elle réagissait très mal à ça. Très souvent d'ailleurs avant la défonce, elle avait envie de vomir. Et au fil du temps, prendre un cacheton était devenu un moyen pour elle de tenir les longues sessions de freak-offs. Tellement c'était long, tellement c'était voilà. Il fallait qu'elle puisse s'évader d'une certaine manière avec de l'ecstasy, de la MDMA, du GHB, etc. D'ailleurs, en parlant de GHB, elle explique qu'une fois, elle a fait un blackout. Et un blackout avec du GHB, ça s'appelle un G-hole. Donc en quelque sorte, elle était dans le coma. Et donc d'après ce qu'elle raconte, elle s'est retrouvée nue dans une baignoire, complètement défoncée, et apparemment, Diddy et Dave, c'est sûrement un escorte, qui était là, étaient complètement paniqués. Elle a fini par se réveiller, Dieu merci. À l'issue des freak-offs, il lui arrivait d'avoir des douleurs horribles au niveau du sexe, dues à des infections urinaires, des aftes dans la bouche, des bleus, des hématomes. Elle en sortait vraiment d'un sale état parfois. Et pour récupérer, elle devait prendre des solutions intraveineuses, dont ce que je vous ai décrit dans l'une de mes vidéos, le fameux IV fluid. Donc moi je m'imaginais à ce que ce soit tout le monde, plein de gens qui étaient en train de prendre ces solutions intraveineuses, mais d'après ce qui est dit, et d'après les propos de Cassie si je me trompe pas, il s'agissait réellement
que d'elle. Et pour ce qui est des gigolos, parfois, ils n'arrivaient pas à bander, ce qui était un véritable problème pour Sean, étant donné qu'il est voyeuriste et qu'il s'attend à ce qu'il performe. Et pour remédier à ça, Didi leur faisait un pep talk. Alors un pep talk, c'est quoi? C'est un discours de motivation. Donc le gars, il était là, il se levait, il devait être à poil dans la chambre, et là, il se met à parler, yo, guys, y'all have to get hard. I'm a savage, whatever I want, I'm going to get. D'ailleurs, le procureur a révélé la photo d'une partie des gigolos qui ont participé au freak-offs. On peut y voir Jonathan Audi, notamment. Le mec s'écrit au Rock Nation Brunch, où je sais pas, dans l'une de ses vidéos, on va motiver les gars. Vas-y, les gars, quand même, vous êtes sérieux? Je suis désolé, mais c'est les propos de Cassie. C'est elle qui a utilisé le terme pep talk. Donc voilà, je vous partage le bail. Des formations professionnelles, encore une fois. Et parfois, ces discours de motivation, ils marchaient, des fois, ils marchaient pas. Et comme je vous ai dit, Didi, payait les escortes selon, encore une fois, leur performance. Et aussi, en dehors de ces freak-offs, ils sont revenus sur pas mal d'éléments qui ont été mis en lumière dans le document d'accusation de Cassie, notamment le jour où Didi est allé à la rencontre de Suge Knight et qui lui a demandé de garder son gun dans son sac. Ils sont revenus aussi sur Kid Cudi, un petit peu, et la relation. Bon, ici, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais les choses sont beaucoup plus complexes qu'on le croyait, d'accord? On va tout spécifier dans une deuxième vidéo. Alors complexe, ça veut pas dire que Didi est gentil, hein. Je vous vois venir à des kilomètres. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de détails et c'est intéressant de tout expliquer. Et ils sont aussi revenus sur Jonathan Audi. Alors Jonathan Audi, tu sais, c'est le gars là qui a ouvert le feu sur les keufs dans un hôtel de Trump, qui a pris 5 millions et qui a divorcé sa femme. Ouais, je t'en ai parlé dans la première vidéo. Eh bien, en fait, on a un peu plus de détails. Ce gars-là, en fait, avait filmé en scred des freak-offs. Ensuite, il s'est fait cramer et ensuite, il a demandé de l'argent. Et c'est à partir de là que, voilà, Jonathan Audi s'est entouré d'avocats et ensuite, ils ont travaillé sur le truc et il a réussi à obtenir donc les fameux 5 millions et c'est à partir de là qu'ils ont arrêté de le contacter. Voilà, comme ça au moins on a le fin mot de l'histoire, enfin je sais pas si c'est le fin mot, mais en tout cas au moins on a un élément en plus dans cette histoire. Et à la fin du témoignage, Cassie évoque l'écriture d'un livre. Quand on lui a demandé pourquoi elle a écrit, elle a répondu pour que Sean le lise. Et le procureur lui a demandé quelle souffrance vous a-t-il fait endurer. Elle a répondu porter des choses dont lui avait honte. J'ai assumé des responsabilités que je n'aurais jamais dû prendre. Il m'a présenté ce concept de freak-offs quand j'avais 22 ans. C'était attendu de moi. Je me suis senti mal, terriblement mal. Et donc elle a expliqué qu'elle a demandé 30 millions pour ne pas sortir le livre. Finalement, elle en a reçu 20 millions lorsque l'affaire a été rendue publique, donc en novembre 2023. Et comme vous le savez, l'affaire a été réglée en 24 heures. Et quand on lui demande pourquoi elle témoigne aujourd'hui, elle répond « Je ne peux plus garder tout ça pour moi, ce qui est mal est mal ». Alors, à mon avis, et d'après tous les éléments que j'ai, toutes les vidéos que j'ai regardées, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que Cassie, en soi, ne voulait pas aller dans une affaire criminelle. Elle, à la base, elle avait ce bouquin, elle avait conscience que Didi lui avait fait beaucoup de mal, et l'idée pour elle, c'était de récupérer de l'argent et, en quelque sorte, se faire justice de cette manière. Et ça, c'est mon avis, hein, ça, c'est tout ce que je dis là, c'est mon avis. Je pense qu'elle a totalement raison, c'est une manière assez ingénieuse de gagner beaucoup d'argent et d'une certaine manière sanctionner son bourreau. Donc moi là-dessus, j'ai aucun problème. Mais après ce qui s'est passé selon moi, le FBI a vu cette affaire, le procureur, tout ça, et eux ont porté plainte et ont fait de cette affaire-là une affaire criminelle. Et ils sont allés voir Cassie en lui disant « Bah écoute, on a besoin que tu sois notre témoin clé dans cette affaire-là et que tu témoignes, voici ce qu'il faut dire, etc. etc. » Et Cassie n'avait pas trop le choix que d'être là. Étant donné qu'elle a contacté elle aussi des escortes, d'accord, elle peut très facilement basculer comme complice pour le FBI si elle refusait de coopérer. Elle aurait pu être avec Didi à se défendre, d'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont réelles, hein. C'est des choses qui peuvent se passer et le FBI n'a aucune pitié. Elle aurait pu être de l'autre côté avec Didi, et donc elle est là à témoigner, d'accord? Donc ça n'enlève en rien le fait qu'elle s'est fait taper, que potentiellement elle s'est fait trafiquer, d'accord? Ça on le sait, enfin moi je suis pas en mesure de répondre à ces questions-là, mais ça n'enlève en rien tout ça, parce que tu peux être trafiqué sans le savoir, tu vois, tu sais pas trop ce qui t'arrive, mais t'es dans un engrenage et t'as presque l'impression que c'est normal. Elle a pu être aussi victime du fameux RICO et sans le savoir. Mais dans l'idée, son témoignage est central dans cette affaire. Par contre, je pense que lorsqu'elle s'est fait cross-examiner, et on va passer à ce chapitre-là, je pense que potentiellement, les avocats de Didi ont créé le doute auprès du jury. On en parle tout de suite.
Après son entretien avec le procureur, c'est au tour de la défense d'examiner le témoin clé, j'ai nommé Cassie. Alors tout ça s'est passé sur 4 jours, hein. C'était super intense, on était sur une vingtaine d'heures d'interrogation pour le témoin clé, donc c'était quelque chose de hyper intense. Alors la stratégie de la défense, c'est de rappeler que Cassie et Didi étaient avant tout un couple qui a duré 10 ans, qu'ils se sont réellement aimés, d'accord, et que les freak-offs étaient consentis. Et aussi, l'idée pour eux va être de détruire cette image de la fille toute jdide, toute candide, d'accord, et montrer un visage d'elle beaucoup plus mesquin en quelque sorte que ce que l'on voit. Et pour cela, ils vont remonter jusqu'à 2008. Ils ont repris toute une série d'échanges, enfin d'ailleurs tous les échanges entre Cassie et Didi, depuis 2008. Et les échanges, ça va être des messages et aussi par email. Dans les premiers messages, elle lui dit « Je suis tellement une femme chanceuse et j'irai là où tu me demandes d'aller. » Je paraphrase, hein, c'est plus ou moins ce qui a été dit. Et un autre message datant de 2009 où les deux expriment avec intensité les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Par exemple, Didi a dit « Je t'aime tellement, ça me donne envie de pleurer. » Ce à quoi Cassie aurait répondu « Tu as faim, pap-pap. » Bizarre un peu la réponse, mais le pap-pap, c'est le petit nom qu'elle donnait à Didi. Je vous en avais parlé, je crois, dans ma première vidéo. Ce surnom-là, c'est le même que celui du grand-père de Cassie, et Didi lui a demandé de l'appeler comme ça. Au départ, elle trouvait ça bizarre, et avec le temps, elle a trouvé ça irrespectueux. Voilà, c'est pour l'info. Alors là, je vais vous donner mon avis, donc je sors un petit peu de ce qui a été dit. Je pense que pour l'instant, ça ne contredit pas directement les propos de Cassie. C'est-à-dire Cassie a admis qu'elle aimait réellement Didi. Donc ces éléments-là, pour l'instant, c'est pas ce qui m'a fait spécialement réagir. Il y a un autre message où Cassie se montre tout enthousiaste à l'idée de faire un freak-offs. Didi lui aurait écrit « Est-ce que tu es partante pour un freak-offs ?» Et Cassie aurait répondu « Je suis toujours partante pour un freak-offs, lol. » Didi lui a dit « Choisis le jour qui te convient. » Et elle a répondu « Vendredi serait le mieux. » Et Didi a conclu « Partons pour vendredi. Peut-être qu'on pourra avoir Jules. » Au passage, ce Jules est l'escorte qui était dans la chambre d'hôtel le jour de l'Intercontinental, le jour de l'incident de l'hôtel. La deuxième chose qu'ils ont mise en lumière, c'est l'amour qu'elle avait pour Sean Combs. Et ça en montrant qu'elle a été jalouse par moments. Et sa jalousie était en particulier portée sur Kim Porter, qui est décédée en 2018. Alors pendant longtemps, Kim Porter était la femme officielle de Didi, elle a eu 3 de ses enfants avec lui, Christian et les jumelles. Les fêtes de fin d'année, il les passait avec Kim et ses enfants. Cassie, elle, n'était pas conviée, chose qui l'a rendue profondément jalouse. Une fois, il aurait même quitté un freak-offs pour aller voir Kim Porter. Cassie se sentait mise de côté et voulait passer plus de temps avec Sean et sa famille. Dans ce cas précis, ça coïncide avec l'idée que Cassie voulait aller plus loin avec Didi. Alors, là, je vais parler des vidéos que j'ai vues à gauche à droite, des gens qui ont été plus ou moins proches de Didi. Cassie souhaitait, d'après leurs propos encore une fois, se marier avec Didi. Ça faisait longtemps qu'elle était avec lui, elle essayait par tous les moyens de créer un plus gros lien avec lui. Et depuis le début de sa relation, ça a toujours été ça. Cassie a toujours essayé d'être officielle, de faire en sorte de plus s'impliquer dans sa vie et vraiment d'être sa femme officielle. Et d'ailleurs, ça coïncide avec le morceau Official Girl qu'elle a sorti en 2009. J'en ai marre de pas être ta copine officielle. Et donc depuis cette époque, c'est-à-dire 2009, elle disait déjà en message, ça c'est un message qu'ils ont relevé pour montrer justement qu'elle était jalouse. J'ai le sentiment que je suis la copine avec qui tu réalises tes fantasmes et c'est tout, je n'ai rien d'autre. Donc ça date de 2009. Et donc pour prouver ça, ils ont montré plusieurs messages, d'accord? Pour continuer sur le terrain de la jalousie, elle en avait également pour une certaine Gina. Gina, l'une des maîtresses de Didi, qui d'ailleurs a témoigné dans un podcast sur un gros média US en disant que Didi a été très agressif avec elle, physiquement. Et également, cette Gina est la mère de sa dernière fille, Love. Apparemment, Cassie était tombée sur des messages entre elle et son ex vers 2013. Ce qui aurait créé une dispute entre eux et quelques temps plus tard, il lui a affirmé qu'il ne la voyait plus. Et quelques temps plus tard, Cassie aurait appris sur les réseaux sociaux que les deux continuaient à se voir et par la suite, elle a vu comme tout le monde qu'elle a eu un enfant avec Didi. Chose qu'elle aurait voulu, elle, encore une fois d'après les témoignages qu'il y a eu des gens proches d'eux,
et qu'elle n'a jamais réussi à avoir. Donc les avocats de Didi jouent sur ces éléments-là. Alors, petite chose qu'il faut savoir sur les avocats de Didi, ils sont super bien organisés. Tout à l'heure, un peu plus tôt, dans ma vidéo, je t'expliquais que la représentation est super importante. Dans ce cas précis, le fait que Cassie soit enceinte à la barre, ça va jouer énormément sur la perception du jury, et donc ça peut jouer en la faveur du procureur. Et justement, l'équipe d'avocats de Didi s'est préparée en conséquence. Pour la cross-examination, pour l'interrogation de Cassie, c'est une certaine Anne Estevo qui l'interroge. Une femme donc, pour ne pas créer un effet un peu bizarre. Il faut à chaque fois que ce soit des profils qui matchent. Brian Steele s'est occupé, si je me trompe pas, d'un escorte. Bref, chaque profil doit matcher pour faire en sorte que le jury ne soit pas dans une position où d'un côté il y a comme un espèce de dominateur et de l'autre côté une victime, même dans le cadre du procès. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas eux l'ont bien compris et c'est comme ça que Didi a travaillé sa défense. Et d'après ce qui se disait pendant le témoignage de Cassie, Didi donnait plein de notes, ça écrivait plein de choses pendant qu'elle était en train de parler pour que ses avocats puissent dire des choses exactes pour potentiellement la mettre dans une position compliquée. Ensuite, il y a la consommation de drogue. Elle en a parlé donc avec le procureur, ils sont revenus là-dessus. Et ce qu'ils ont affirmé, c'est que Cassie était une toxicomane. Et comment ils ont fait pour prouver ça? Ben, ils ont pris quelques événements qui sont arrivés à Didi. Par exemple, il y a une soirée apparemment qui avait eu lieu chez Playboy où Didi a fait une overdose. Et donc ils lui ont demandé si elle se rappelle de cette fameuse overdose. Et elle a expliqué que non, elle s'en rappelle plus. Et l'avocate de Didi à ce moment-là lui a dit bah c'est évident parce que toi-même tu étais complètement défoncé et tu as fait un blackout. Tu ne peux pas te rappeler des événements qui se sont produits à ce moment précis. Didi hostait une soirée au Playboy Mansion et il aurait pris trop de drogue. Donc ce jour-là, apparemment, elle ne s'en souvient plus parce qu'elle-même consommait de la drogue. Beaucoup trop pour se rappeler de ce qui s'est passé. Et donc, dans le cadre de cet échange, Cassie a admis que pendant une certaine période, Didi ne voulait pas qu'elle consomme de la drogue, même si lui en consommait. Il aurait même contacté des dealers pour leur dire de ne plus vendre de drogue à Cassie. Il aurait même embrouillé Bana Bengolian, la fille que Didi aurait pendue par le balcon là. Tu sais, je t'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Et ben cette femme-là, qui était une amie de Cassie, prenait de la drogue avec Cassie et apparemment ça ne plaisait pas à Didi. Et apparemment à deux, ils ont testé toutes sortes de drogues. Et lorsque l'avocate lui a posé la question, est-ce que vous vous considéreriez comme une drogue addict, comme une toxicomane, elle a répondu que oui, à cette époque-là, elle se considérait comme une toxico. Et donc ça, c'est à mon avis un W, un win pour l'avocat de la défense. Parce que ce qu'il dit, c'est que lorsque Didi a tapé Cassie à l'Intercontinental Hotel, il était sous l'effet de la drogue. Et donc, si elle explique qu'à une période de sa vie, avec Didi, elle était elle aussi toxico, et ben potentiellement, ils tiennent quelque chose. En mode, c'est des victimes eux-mêmes de la drogue. Ensuite, un autre élément qui, à mon avis, a mis Cassie dans une mauvaise posture. Cassie a menacé de tuer l'un des employés de Didi. Selon moi, c'est l'un des éléments qui joue le plus en la faveur de la défense. En 2014, un employé de Didi affirme être en possession d'une sextape de Cassie. La chanteuse d'R&B prend connaissance de la vidéo et contacte ce dit employé pour lui demander les détails sur la vidéo. Donc elle lui demande qui est-ce qui lui a envoyé la vidéo, d'où elle vient, comment il l'a récupérée, enfin toutes sortes de détails totalement normaux. Elle était choquée. L'employé reste flou concernant ses sources et le contenu même de la vidéo, ce qui a tendance à frustrer davantage Cassie. Cassie lui a dit, tu as dit que tu as une vidéo où je me touche. Eh bien, ce n'est pas moi car il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Elle a ajouté, est-ce que je peux voir la vidéo? Voyant qu'il n'est pas très coopératif, Cassie explose et se met à crier, je vais te tuer si tu me montres pas la vidéo. Je vais te ramener dans le désert, je vais te découper et t'enterrer dans cette putain de terre. Je vais engager quelqu'un pour le faire car tu joues avec ma vie. Un visage radicalement différent de celui de la femme douce et émotive qu'elle montre depuis le début du procès. La lumière en fait là a voulu mettre en lumière comment Cassie pouvait utiliser les ressources de son ex, en l'occurrence Didi, pour mettre la pression sur un autre homme, car pendant l'examination avec le procureur, elle a raconté qu'elle allait aller à la rencontre de ce dit employé pour lui demander de récupérer la vidéo, et ça avec des gardes du corps de Didi. À ce moment-là, Didi était en Californie, je crois, donc elle a vraiment géré ça, elle seule, de son côté. Alors quand on connaît un petit peu la vie de Didi, comme moi par exemple, on sait que l'une de ses ex récentes, Carisha, celle qui était dans le groupe City Girls, a fait à peu près la même chose avec une autre femme. Elle a menacé une autre femme, une autre concubine de Didi, en lui disant « Didi va te faire manger ma ch***. »
tu vois, elle lui avait dit un truc comme ça, etc. Donc c'est quelque chose d'assez flagrant. Elle s'est potentiellement sentie puissante à ce moment-là et s'est servi des ressources de Didi pour menacer une autre personne. Alors encore une fois, je le redis ici, je suis obligé de le redire, ça ne change rien. Elle peut quand même être trafiquée, elle peut quand même être victime d'un RICO, etc. Mais c'est des propos qui ont été rapportés et il y a un audio, donc ça veut dire que c'est vrai et c'est important de le noter, les gars. Alors là, on va passer au message après l'incident à l'hôtel. Alors ça, c'est vraiment un moment que la défense a mis en lumière et qui, pour le coup, peut désorienter les jurés. Voici les échanges. Je paraphrase, bien sûr. Alors, Didi dit « Je suis tellement excité en pensant à toi ». Cassie a répondu « Vraiment ? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état ?» Bon, elle a quand même précisé qu'elle a trouvé ça bizarre. Et Cassie a ensuite dit un peu plus tard « On a besoin d'une différente vibe de celle de vendredi ». Vendredi correspond au jour de l'incident à l'hôtel, d'accord? À ça, il a répondu « Nique le vendredi », donc « Fuck Friday ». Je ne veux plus penser à ça, je ne veux plus faire ça. Et Cassie a répondu « Vrai, lol ». Et ensuite, elle a dit, un peu plus tard dans la conversation, « Je t'aime » et il a répondu « Je t'aime aussi ». Et lorsque tu fais tes recherches, tu sais que dans cette période-là, quelques semaines plus tard, ils ont été en vacances, d'accord? Je me rappelle avoir mis des images, encore une fois, dans une de mes anciennes vidéos. Donc on va dire que les choses se sont arrangées entre eux. Alors, encore une fois, je vous mets ça en lumière, c'est vrai que c'est plus complexe qu'on le croyait, mais je le répète une nouvelle fois, cela ne veut pas dire que Cassie n'a pas été trafiquée et qu'elle n'a pas été victime d'un RICO. C'est juste que voilà, là on est rentré dans le dur, dans ce qui s'est réellement passé, dans de vrais échanges, il n'y a plus de tunnel, il n'y a plus de Justin Bieber. D'ailleurs, Justin Bieber a dit que il n'avait rien à voir avec les victimes. Je vous l'avais dit, je vous le rappelle ici parce que j'avais raison. Et l'huile pour bébé n'a pas servi à cacher de la drogue. Ça aussi, ils l'ont dit au tribunal. Je tenais à vous le dire ici. Reprenons le sujet. Ensuite, ils ont parlé du qui a eu lieu en 2018. Alors, j'en ai pas parlé dans la partie de l'examination, donc la partie où le procureur interrogeait Cassie, je vais en parler ici parce qu'ils ont mis en lumière une période assez compliquée dans la vie de couple de Cassie et de Didi. Alors, on est en 2018, c'est la période où les deux se séparent, d'accord? Mais c'est un peu flou. En tout cas, du côté de Cassie, c'est un petit peu flou parce que dans la période de août-septembre, apparemment, elle devait plus être avec lui, elle devait être avec Alex Fine, mais il se trouve qu'elle a continué à voir Didi dans cette période-là. Donc, d'après ce que j'ai compris, le aurait eu lieu en août. Et donc la défense a mis en lumière des messages dans cette période-là où Cassie et Didi avaient l'air d'échanger comme des gens qui s'aiment encore quelque part. Il lui parlait d'aller à Burning Man, elle lui disait je te pardonne de pas mal de choses, etc. Mais aucune mention de vie dans cette période-là, d'accord? Et lorsqu'on mentionne ces messages-là, et même les messages où apparemment ils ont été un petit peu intimes, elle explique qu'il y a eu un moment où effectivement il y aurait eu un et un autre moment où il y aurait eu du sexe normal, on va dire. Donc, cela veut dire que dans la période où ils ont couché ensemble, aussi, il y aurait eu potentiellement donc ce et potentiellement cette relation sexuelle totalement consentie. Donc, pour résumer la chose, elle aurait trompé Alex, son mari actuel aujourd'hui. Et pour ceux qui ne savent pas, Alex Fine, c'est avant d'être le mari de Cassie, le coach sportif de celle-ci, engagé par Didi. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont mis en couple. Donc ça rend cette période très floue, très sombre, et c'est compliqué d'avoir des éléments concrets sur le V ou potentiel V de Cassie. Alors, c'est très sensible de parler de tout ça, d'accord? Moi, je reporte que les éléments que j'ai à ma disposition. Je tiens à le répéter. Je suis obligé de vous mettre en lumière tout ce qui a été dit, d'accord? Ce que la défense a voulu mettre en lumière, c'est le manque de précision de Cassie quant à la date de ce fameux V. Est-ce que ça s'est passé en septembre? Est-ce que ça s'est passé en août? D'accord? Apparemment, c'était pas clair du tout. Mais il y a autre chose d'important à savoir, c'est que Cassie a été une toxicomane ou drug addict jusqu'à 2023. Donc il se peut aussi qu'avec ce qu'elle ait consommé, elle ait oublié certains détails. Elle est rentrée en rehab en 2023 et depuis tout va bien. Et d'ailleurs, Didi était jaloux de Alex Fine. Il essayait de la récupérer dans cette période-là. C'était une période assez compliquée. De son côté, Alex Fine aurait appris que Cassie a été V par Didi. Il aurait mis un coup de poing dans le mur, foudrage, etc., etc. Donc voilà les éléments que l'on a de cette période-là. Et la manière dont ça a été mis en lumière, ça n'a pas mis en valeur le témoignage de Cassie. D'accord? J'ai plutôt l'impression, selon les observateurs et d'après mes sources, que là, sur ce point, ça va plutôt dans le sens de Didi parce qu'on n'a pas assez d'éléments concrets. On a plutôt des choses qui nous montrent une relation pas saine du tout, parce que les deux, ça allait, voilà. Mais deux personnes qui s'aiment mais qui sont dans une relation un peu toxique. Voilà. Et dernière chose qu'il faut savoir, en mars 2020, ils ont échangé ensemble, d'accord?
C'était dans la période du Covid. Didi lui aurait fait un message en lui disant « Ma meilleure amie me manque ». Ce à quoi elle a répondu « Tu me manques aussi, j'espère que tu prends soin de toi ». Dans les messages, elle aurait pris des nouvelles de sa famille, elle aurait dit aussi de leur passer le bonjour de sa part, des bisous, je leur envoie de l'amour, etc. Didi lui aurait aussi dit « Tu es ma ride or die, les moments qu'on a passés ensemble me manquent ». À ça, Cassie lui aurait répondu après « Je n'aurais jamais pu avoir une aussi belle famille si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu avec toi ». Et Didi lui aurait répondu « Je suis trop heureux que tu aies trouvé quelqu'un, tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau, tu mérites d'être aimé et respecté, s'il te plaît fais-moi savoir si tu veux qu'on se voit pour discuter et je me rendrai disponible ». Donc c'est un peu un closure meeting comme ils disent, c'est un peu voilà une discussion de fin, un clap de fin dans leur relation, échanger une dernière fois. Bon après ça, comme vous savez, les choses se sont un petit peu dégradées. Alors quand je dis qu'ils n'ont pas eu une relation saine, c'est que en fait, lorsque Kim Porter est décédée, Didi aurait dit que c'est son âme sœur et forcément Cassie l'a extrêmement mal pris étant donné qu'elle a passé 10 ans en relation avec lui et donc c'est ce qui aurait aussi motivé la vraie fin de leur relation. Bon déjà avec tous les éléments que l'on a là, est-ce que vous pensez que Cassie a l'avantage ou bien Didi? Alors moi, à titre personnel, je pense qu'il y a de quoi pour le moment mettre le doute au jury. Donc il y a moyen que potentiellement il s'en sorte. Quand je dis qu'il s'en sorte, encore une fois, il va être condamné probablement pour consommation d'escorte. Je sais pas trop comment on peut le dire, mais je ne pense pas pour le moment qu'il va être condamné pour racketeering et trafic sexuel. Après, je me trompe, hein, moi je suis personne. Mais j'ai l'impression qu'avec tous les éléments, il y a de quoi mettre le doute, le reasonable doubt, comme on dit, au juré. Voilà, bon, c'est mon avis, on verra ce que ça va donner. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il a l'avantage ou pas? Et puis moi, j'attaque la vidéo sur Kid Cudi, Down Richard et tout ce qui s'est passé autour. Et après, je vais faire une petite pause. Je pense que je vais aller sur d'autres sujets. Donc voilà. Merci à Anglify de sponsoriser cette vidéo. Si vous avez vraiment envie de vous remettre à l'anglais avec une méthode motivante et vraiment adaptée à vous, prenez un rendez-vous gratuit avec l'un des conseillers Anglify. Le lien se trouve en description et sur le premier commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour ceux qui sont intéressés par les sujets business. Je fais des vidéos sur la creator economy pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, ça se passe là-bas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Iconic Programme, I am Kriska. Tous les liens sont dans la description, ils apparaissent sur l'écran, d'accord, partout. Suivez-moi partout, on fait grave du contenu. Et là, c'était Major d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!